8e émission de notre talk show avec un Q. Le principe est simple, on accueille avec Hugues et Louis des entrepreneurs inspirants ici des Hauts-de-France. Et on parle marketing, on parle business, on parle com et on parle aussi IT. Salut Raphaël, bienvenue. Merci de m'accueillir. Merci d'avoir accepté aussi notre invitation avec Hugues et Louis. Allez, comme les bons tuyaux pour ceux qui connaissent notre apéro networking de référence ici dans les Hauts-de-France, on te laisse 30 secondes, pas une seconde de plus pour te présenter. Allez, c'est parti. Pour me présenter moi ? Ouais, et Green Nerds. Okay. Alors moi et Green Nerds, ok. Donc moi c'est Raphaël Mariage, fondateur de Green Nerds. Green Nerds, qu'est-ce que c'est ? C'est une ESN qui s'est investie d'une mission, celle d'aider et d'accompagner les entreprises à réaliser leurs défis technologiques, tout en laissant une chance aux générations futures de pouvoir réaliser les leurs. Donc pour ça, on tourne autour de deux offres qu'on a conceptualisées. Une offre green où on va accompagner les entreprises dans l'évaluation de leur impact environnemental au niveau numérique et puis la définition de leur stratégie pour les diminuer, etc. Et puis une offre nerds où là, on va être sur la prestation de services. Et donc on a des consultants qui vont intervenir dans un premier temps sur la partie technique, puisqu'on intervient sur la partie gestion de projet, dev et infrastructure, avant tout avec des nerds, avec des techniciens, mais qui ont cette double compétence justement environnementale qui va permettre justement dans leur mission d'aller vers des chemins plus vertueux et d'essayer de diminuer un peu les impacts. Ça fait pile 30 secondes. Il était rodé pour pitcher au mettre un chrono. Carrément. Ça t'est venu comment l'idée de Green Nerds du coup, Raphaël ? Ça m'est venu comment ? T'as un parcours quand même exceptionnel en tant que dev, que directeur technique. Alors oui, moi j'ai 20 ans, avant ça c'est ma première entreprise quand je fonde en tout cas. Ouais. Avant ça j'ai 20 ans. Jeune hein. Merci. J'ai 20 ans d'expérience dans l'IT sur des postes autour de la direction de projet, le management et en effet mon dernier poste avant Green Nerds c'était directeur technique de Feu Camailleux. C'est pour ça que toi il a dû créer sa boîte. Exactement, voilà. Faut rebondir, faut. Tu connais Lavoisier. Impair. Voilà, c'est le principe de Lavoisier. Rien ne se perd, tout se transforme. Voilà, exactement. On a transformé. Et donc, à un moment donné, justement, quand tu vis quelque chose comme ça, ça t'amène aussi à te poser et à réfléchir. Ça fait très longtemps que j'avais envie d'entreprendre. Pour plein de raisons. Ça fait très longtemps que la partie environnementale me travaille et que j'avais aussi envie à un moment donné de faire quelque chose qui n'est pas juste pécunier, juste financier, mais qui dépasse un peu tout ça. Okay. Donc j'ai réfléchi un peu sur qu'est-ce qu'on pouvait faire, tout en n'abandonnant pas le côté numérique, parce que c'est ma passion avant tout. Et donc comment est-ce qu'on peut lier les deux ? Et puis au fur et à mesure, tu te renseignes, que tu lis, que tu écoutes, tu vois qu'il y a plein de choses à faire sur le numérique. Et donc on a créé Green Nerds parce que, en plus, il y avait ce qu'on fait nous n'existe pas ailleurs sur le marché. Il y a des choses qui ressemblent, mais il n'y a rien qui est dans l'ADN de ce qu'on fait nous. Alors justement, c'est une de nos questions aussi, c'est est-ce que finalement le Green IT, c'est comme ça qu'on pourrait définir ce que tu fais, est-ce que c'est vraiment juste une niche pour l'instant ou est-ce que ça commence à vraiment prendre de l'ampleur ? Alors, il y a de plus en plus d'entreprises qui commencent à réellement se poser les questions autour de leur impact. Que ce soit l'impact sociétal ou l'impact environnemental, il y a vraiment des réflexions autour de ce qu'on appelle le RSE globalement. Et donc, c'est vraiment en train de mûrir. Après, on a aussi souvent malheureusement le même problématique qu'avec les particuliers, fin du monde versus fin du mois. Voilà. Et donc, c'est parfois un peu compliqué encore de concrétiser. Mais en tout cas, on y arrive. Il y a de plus en plus d'entreprises qui sont réellement dans ce mood-là. Et un des facteurs qui le démontre, c'est aussi qu'on a des grands groupes, aujourd'hui des grandes ESN qui se lancent aussi sur ce marché-là, ce qui normalement plutôt indicateur qu'il y a un peu de marché à aller chercher. Est-ce que tu peux juste nous reparler un petit peu des solutions que vous proposez ? J'ai entendu un côté green, un côté nerd. Ouais. C'est quoi les solutions très concrètes que vous proposez parmi ces deux offres ? Alors, sur la partie green, comme je disais, nous, on va accompagner vraiment dans la stratégie de diminution des impacts environnementaux. Donc là, on va être 100% sur du green. Donc, je suis une boîte, je veux évaluer n'importe quel secteur d'activité. Alors oui, mais on va évaluer, nous, la partie numérique. Ok, toujours sur ce plan-là. Toujours sur la partie numérique, c'est notre spécialité. On ne traite pas la partie finance, etc. Ceci étant, en fait, on se rend compte que dans énormément d'entreprises, le numérique, c'est ce qui pèse le plus. C'est-à-dire que globalement, si tu n'es pas une industrie qui produit quelque chose, en fait, très vite, le numérique, ça va être ton facteur. Ce qui pèse le plus dans un bilan carbone ou financièrement ?
Alors, ce qui pèse le plus dans le bilan, dans l'impact environnemental. Ah oui, Alors, moi, on m'a toujours dit que c'était lié au déplacement des collaborateurs. Alors, entre autres, on prend ça aussi en compte. Parce que, dans votre étude d'impact, c'est pas que le numérique, vous prenez aussi... Alors oui, il y a tout ce qui tourne... Faites précis, Raphaël. Je vais essayer de l'être. Il y a en fait tout ce qui tourne autour du numérique. Et en fait, pour pouvoir produire ton digital, tu as besoin de personnes, cette personne s'est déplacée. Et donc on prend en compte en effet les flux de transport des collaborateurs qui travaillent sur la partie numérique. Donc oui, ça fait partie des choses. On prend aussi par exemple les bâtiments, parce que ces personnes-là vont travailler dans un bâtiment généralement qui va être chauffé, en tout cas je leur souhaite, surtout là où on est. Donc tout ça c'est pris en compte et tout ça intègre, on va dire, l'impact du numérique au sens large. C'est-à-dire, pour produire du digital, pour produire du numérique, quels sont l'ensemble des impacts. Donc on ne va pas juste se limiter à la partie device informatique. Et il y a aussi, vous ne voudriez pas demain vous ouvrir aussi sur la partie green à tous les autres impacts autres que le numérique dans le bilan carbone d'une entreprise? Il y a beaucoup d'entreprises de plus en plus, d'entreprises qui tiennent compte justement de ce bilan carbone. Ils doivent l'évaluer de manière très concrète, souvent parfois avec des fichiers FEC, des fichiers financiers, des fichiers d'écriture comptable, etc., qui permettent de mesurer selon tes fournisseurs, etc., ton impact. C'est un truc que demain tu aimerais bien explorer, ou tu voudrais toujours rester dans le domaine de prédilection qu'est aujourd'hui le numérique pour toi? En fait, nous à la base, on est une ESN, donc on est vraiment des passionnés d'informatique. Tu vois, le côté nerds, il est vraiment présent et on aime ce qu'on fait. Donc, aller dire demain, on va évaluer l'impact de la production d'un jean dans une usine, c'est plus trop dans notre ADN, c'est plus trop dans notre sens. J'aime pas dire jamais. Tu vois, on va voir aussi l'entreprise est dans sa jeunesse, donc on verra comment ça évolue, etc. Et c'est sûrement l'occasion qui fera que. Mais en tout cas, c'est pas dans les plans au départ. Nous, on est vraiment axé sur la partie numérique parce que aussi à un moment donné, il faut être spécialiste. En tout cas, c'est ce qu'on estime, c'est qu'il faut être spécialiste de son domaine. Et pour le coup, la création de jeans, j'y connais rien. Tu vois. Et au final, du coup, dans le numérique, c'est quoi, tu dirais, les plus gros vecteurs, les plus gros impacts dans l'ensemble de ce bilan carbone? Alors les plus gros impacts, ça va être dans la partie matériel, dans la partie device. Donc en fait, tu vas retrouver naturellement tout ce qui est les PC, les écrans. L'écran a énormément d'impact, les smartphones, etc. Et globalement, ça va être surtout sur la fabrication de ces devices. Et donc l'idée, c'est comment est-ce qu'on fait pour faire durer ces éléments-là le plus longtemps possible, et comment du coup tu organises ton numérique autour pour que ces devices-là ne deviennent pas obsolètes au bout de 2 ans ou au bout de 3 ans. Ça, c'est sur la partie matérielle. Et puis après, tu as sur la partie, on va dire, cloud, infrastructure, où là, on va être plutôt sur l'usage. C'est l'usage qui a le plus d'impact, parce que justement, c'est des devices qui sont déjà programmés pour durer longtemps. Donc en fait, c'est là l'usage qui va avoir le plus d'impact. On est sur du 80-20 à peu près. Et là, c'est justement comment est-ce qu'on va travailler sur l'usage et pour simplement essayer d'utiliser ce qu'on a réellement besoin et pas de commencer à avoir des centrales. C'est le but du cloud en plus, c'est que ça puisse scaler. Alors c'est un des avantages du cloud, c'est que c'est mutualisé. La mutualisation, c'est bien dans le cadre du green. Et puis en plus de ça, ça a quelque chose de vertueux parce que tu payes ce que tu consommes. Et donc, quand bien même tu n'as pas trop d'intérêt personnel à faire du green parce que globalement, voilà, tu as un intérêt généralement financier qui te rappelle qu'il faut utiliser réellement ce que tu as besoin et pas surutiliser. Tu as parlé de l'offre green. Côté nerd, ça dit quoi alors? C'est côté, quoi le deuxième en fait, côté nerds, l'idée, ça a été de dire, moi, comme tu le sais, j'ai été, comme je l'ai dit d'ailleurs, aussi responsable de services informatiques, etc. Et j'avais ce côté green ancré en moi. Et en fait, ce qui me manquait globalement, c'est des gens pour exécuter. C'est-à-dire que j'avais, moi, l'envie d'emmener les équipes, mais les équipes, une fois devant une page blanche, sans connaissance, sans spécialité, en fait, est tombée généralement à sec. Et comme tu disais, tu as beaucoup de cabinets de conseil qui sont là pour faire des bilans, etc., mais qui n'ont pas forcément justement ce côté technique qui va permettre tout simplement de concrétiser l'envie dans la réalisation des projets. Et le deuxième point, c'est que on ne croit pas à un grand Big Bang environnemental. On pense que c'est quelque chose qui doit s'insérer en fil rouge dans les réalisations des entreprises. Un peu comme la sécurité dans l'informatique est maintenant un fil rouge, comme le côté financier est un fil rouge, tu vas suivre le côté financier de tes projets, là c'est la même chose, on va suivre la partie environnementale. Donc en fait, par exemple, typiquement, nos chefs de projet, en plus de proposer les KPI habituels de finance, de suivi des coûts, des délais et de la qualité, on va en plus nous poser le KPI environnemental en disant ce projet-là, voilà, il a tel impact. Et puis, si vous avez plusieurs architectures possibles, si vous avez plusieurs directions possibles, l'impact c'est ça. Et après, les entreprises comme ça ont conscience de ça et c'est elles qui font le choix. Alors des fois,
bon choix d'un point de vue mental, des fois non parce qu'il y a d'autres contraintes. Donc voilà, on essaie d'amener ça. Sur la partie dev, on va ramener du clean code. Sur la partie ops, on va justement ramener ce qu'on appelle le green ops, donc justement veiller à la meilleure utilisation, une utilisation plus juste des ressources, etc. Ok, donc c'est vraiment une ESN. Oui. Côté nerd, c'est vraiment une ESN où tu places des mecs en régie. C'est ça. Ok, très bien. Ok. Et qui essaye de combattre dans l'ombre un petit peu et d'instaurer. Alors dans l'ombre non, parce qu'on se montre et que quand on arrive dans une entreprise et qu'on a un consultant qui est choisi par une entreprise, elle connaît notre ADN et elle sait qu'elle va être un peu embêtée là-dessus, donc elle est quelque part consentante. Mais oui, c'est un combat. Elle est consentante à avoir un gars qui va dire ça c'est pas green, ça c'est pas bien. Ouais, mais en même temps, c'est important de le faire pour pouvoir changer les cultures et pouvoir démontrer au quotidien qu'on peut faire autrement et qu'on peut quand même réussir. On a trop eu souvent un peu ce côté tiens, le green, ça amène le côté Amish, tu vois, le côté retour en arrière en 1900, etc. Et du coup, un peu incompatibilité avec l'IT. Nous, on démontre qu'en fait, non, on peut faire des choses hyper innovantes en le faisant de façon plus clean. Je suis une entreprise, enfin, c'est un peu le cas en fait, mais il paraît. T'as mec qui Toi, t'as personne. J'entreprends. Je suis un chef d'entreprise. Je veux des tips pratico-pratiques pour réduire mon bilan carbone. Qu'est-ce que tu leur dis à ces personnes qui nous regardent? Ça, c'est la première question. Et juste par curiosité, parce que ça m'intéresse aussi. Par exemple, tu parlais de device. Il vaut mieux, par exemple, prendre du reconditionné en leasing. Enfin, c'est quoi un peu les petits tips, les quick wins qui vont permettre de réduire le déjà, je leur dis appelez-nous, on va discuter. Mais après, oui, je vois ce que tu veux dire. En fait, le principal tip, c'est vraiment de travailler sur la partie, en effet, device, fabrication et comment est-ce qu'on fait durer les choses plus longtemps. On fait comment alors, déjà sur les développements, tout ce qui est développement interne, on évite l'obsolescence et donc en fait on va utiliser des bibliothèques dont on sait qu'elles vont durer et qu'elles vont pouvoir être compatibles à long terme. Sur la partie hébergement, pareil, on va réfléchir du coup à ce que nos infrastructures puissent durer en ne pas les surutilisant et en n'ayant pas des choses démesurées. Et puis après, il y a des choses qui peuvent être mises en place facilement. Alors, il y a pas mal de choses qui se lancent sur la partie, ce qu'on appelle le reuse. Donc en fait, où en effet, tu vas pouvoir faire potentiellement voyager un même device aussi au sein de même entreprise. C'est-à-dire que typiquement, un développeur va avoir besoin d'une machine extrêmement puissante pour pouvoir développer, pouvoir compiler ses softs. En fait, quand sa machine va commencer un peu à tousser et à ramer, en fait, elle sera toujours assez puissante pour aller être fournie à un comptable qui fera du gros fichier Excel, mais qui aura besoin de moins de puissance. Et puis après, elle sera encore compatible pour aller chez quelqu'un qui fait une chefferie de projet, qui aura juste besoin d'avoir un petit Excel, puis PowerPoint, etc. Et donc voilà, une réflexion globale du device et de sa vie au sein de l'entreprise. Ah, c'est vrai que tu peux créer un schéma du flux. Ouais. Ah ouais, c'est super. Et est-ce que tu as d'autres tips comme ça à donner à nos chefs d'entreprise, en plus de t'appeler évidemment? En plus de m'appeler, qu'est-ce qu'on a sur les déplacements des collaborateurs, par exemple? Est-ce que tes études, est-ce qu'il y a des choses comme ça? C'est quelque chose qui pèse. Donc là aussi, nous on encourage fortement, et ça rejoint généralement les politiques RSE des entreprises, tout ce qui est déplacement, réfléchir au déplacement doux et comment est-ce que tu peux organiser justement des systèmes de covoiturage ou des systèmes de hub aussi, tu vois, de dire en fait vous n'êtes pas obligé de venir tous au bureau, mais si vous avez besoin de vous réunir, vous pouvez vous réunir sur un spot en particulier. C'est des choses sur lesquelles on peut aussi encourager les entreprises. Et après il y a des réflexions aussi, il y a une grosse réflexion sur la semaine en 4 jours par exemple, tu vois, qui permet aussi potentiellement de mieux gérer les flux, des déplacements de collaborateurs, etc. Donc c'est quelque chose qui nous parle particulièrement. Et globalement, ce qu'on s'aperçoit aussi, c'est que, et c'est là aussi notre plus-value, c'est que chaque entreprise est différente. Et donc les solutions, en fait, il y a des solutions en effet qui sont globales, mais la solution extrêmement précise qu'on va mettre en place dans l'entreprise, elle est liée aussi à son ADN, à ce qu'elle veut faire, à ses ambitions. Et c'est là aussi notre plus-value, c'est comme on est des techniciens à la base et des gens qui comprennent, on comprend les ambitions, on comprend les contraintes techniques, et du coup on va savoir adapter notre plan à ces contraintes-là et pas avoir quelque chose qui est un peu hors sol par rapport à la réalisation. Tu parles de contraintes en plus. Je suis sûr qu'il y a pas mal de PME qui nous regardent et pas forcément des grands groupes. Le Green IT, ça parle peut-être beaucoup plus à une grande entreprise ou une ETI plutôt qu'une PME TPE. Est-ce que le Green IT, c'est vraiment pour tous en fait? Alors le Green IT, c'est pour tous.
globalement, la question c'est est-ce que l'écologie c'est pour tous? Je pense qu'aujourd'hui on a tous conscience que oui en fait, et nous c'est aussi pour ça qu'on s'est lancé sur la partie numérique, parce que concrètement j'aurais pu devenir éleveur de chèvres bio dans le Larzac, et tu vois, et j'aurais fait du green. C'était un choix, enfin c'était une option. Non, il n'y a pas d'option. Non, très vite je me suis dit ça va pas être possible. Mais en fait, Comme Coca Manu, ça peut amener à tout. Ça peut, ouais, bah ouais. mais en fait concrètement, aujourd'hui l'urgence est telle, enfin, d'après nous et par rapport aussi au constat scientifique qui est fait, qu'il est important d'agir sur tout, et en fait sur tous les domaines, et donc notamment sur le numérique. Et donc en effet aujourd'hui, et c'est un peu nous le constat qu'on a fait avec Greenland, c'est que cette partie Green IT elle est surtout adressée par les grands groupes, mais aussi parce que l'offre sur le marché s'est constituée aussi autour de ces grands groupes, ce qui nous pose un sérieux souci, parce qu'en fait tout simplement ça représente quoi, 5% à peine, je crois que c'est les TPE PME c'est 95% aujourd'hui, globalement du tissu, voilà, et les PME TPE aujourd'hui ça sera les grands groupes de demain. Et donc notre offre à nous, on essaye de la réfléchir justement pour qu'elle soit modulable et accessible aussi à des entreprises de taille plus petite, pour pouvoir les accompagner aussi. Et ce qu'on remarque en plus, c'est que généralement tu vas retrouver des jeunes créateurs d'entreprises qui ont en eux déjà ce côté ADN environnemental. Du coup ça va être plus simple que de travailler avec des grands groupes qui ont des puissances financières et des contraintes financières qui sont beaucoup plus importantes. Est-ce que tu accompagnes aussi sur le suivi à terme après la mise en place du projet, sur un peu sa pérennité et par exemple du coup quand tu mets en place une nouvelle architecture ou un nouveau projet, un peu du monitoring de son bilan carbone? Ouais, on est axé là-dessus aussi, et c'est un de nos axes forts d'ailleurs d'accompagner sur du moyen long terme, parce qu'en fait l'écologie ça fonctionne que si tu le fais durer, tout simplement, parce que faire une action one shot pour diminuer je sais pas d'un tiers ton impact numérique, si demain tu recommences à avoir des mauvais comportements, en fait ce que tu as fait sur le un tiers n'a aucun sens, et donc en effet c'est quelque chose qui doit s'inscrire comme un changement comportemental vraiment dans la durée. Et donc c'est pour ça que nous, en effet, on a tendance à revenir et en tout cas à suivre les sujets. Et puis aussi, on insiste énormément sur l'autonomie des équipes. C'est-à-dire que ça, c'est un point sur lequel nous, quand on arrive, notre savoir, on le transfère et on le diffuse au sein des équipes pour que lorsqu'on parte, elles soient autonomes et qu'elles aient adapté les bons réflexes et qu'elles puissent justement s'inscrire dans cette durée-là. Est-ce que tu connais le principe? Tu as déjà regardé les anciennes éditions, les anciennes émissions? J'avoue, j'ai un peu triché, j'ai un peu regardé comment ça se passait. Tu connais la concu? J'avoue. Bon, c'est la deuxième séquence de notre talk show. C'est inspiré tout bêtement du principe du fuck, marry and kill. On va te montrer des logos, et l'idée c'est que tu vas pouvoir nous dire un avec lequel tu aimerais bien faire une collab, l'autre qui t'inspire toujours au quotidien, et le troisième que tu as tout simplement envie d'enterrer. Et pas de réponse de Normand, on n'accepte plus. Ça cette dernière genre je suis le premier qui n'a pas le droit à la réponse de Normand, comme par hasard. C'est bon, je quitte la pièce. Ça marche. Alors on va te montrer les logos. Voilà. Ils sont posés là, je crois. Ils sont là-bas sous la pile. Tac. C'est toujours entre les joies du direct. Donc voilà les logos. T'as Green IT Solutions, Capgemini, Upside, Smile et Accenture. Ok. Avec lequel t'inspire? Allez, on va démarrer par ça. Lequel m'inspire? Bon courage. J'ai le droit de transpirer et d'enterrer le même. Intéressant. Il y a la nouveauté. C'est ça. Est-ce que tu l'avais briefé sur les logos ou pas pour qu'il prépare Non, même pas en plus. Okay, très bien. Non, Green IT Solutions, en effet, je connais et je trouve ce qu'ils font intéressant. Smile, j'aime bien leur mindset. Je les trouve vachement dynamiques. Ils font quoi Smile? Parce que ça, pour le coup, je connais pas. C'est une ESN aussi, Okay. qui est très axée sur la partie, pas forcément sur la partie environnementale, mais sur la partie développement. Okay. Et après, il y a Upside, je connais moins. Il y en a deux gros quand même, Accenture et Capgemini. Et globalement, on s'inspire aussi des gros, parce que l'idée, c'est forcément de développer l'entreprise et de grossir. Et en même temps, alors
je vous disais tout à l'heure, il y a pas mal de gros qui se sont lancés sur ce marché-là. Plus par opportunité que par condition, c'est ça? Ouais, et du coup, parfois, enfin voilà, je suis pas là pour faire du bashing quoi que ce soit, mais Trop tard. ouais, c'est un peu l'idée, mais parfois, quand on voit le résultat, on en veut un peu aux personnes qui sont intervenues préalablement. Donc voilà. Et celui avec qui tu voudrais faire une collab, du coup, on a compris qu'il t'inspirait et Ouais, que tu mettais au placard. Plus Green IT, Ouais. plus Green IT en Solutions. mode collab. Ouais. Et c'est pourquoi? Parce qu'encore une fois, je trouve qu'ils sont, de leur nom l'indique, hein, tu vois, ils sont plutôt dans la bonne mouvance. Et eux, pour le coup, sont pas dans le greenwashing, puisque c'est un des grands problèmes aussi. Et je sais pas si on sera amené à parler communication après. Juste après. Il a bien. Parfait. Si tu Parfait. veux envoyer le conducteur, Mais, il a vraiment capté tous les. Après, je sais où je suis aussi, tu vois, donc je me doute que la communication va être un tous sujet. les épisodes, il a noté toutes les erreurs. les transcripts et tout avec l'IA. Même pas. Mais ouais, c'est un des points sur lesquels il faut être très vigilant lorsque tu fais une entreprise sur cette partie-là, c'est le côté greenwashing, parce que tu peux très vite y tomber, et malheureusement, il y a beaucoup d'entreprises qui le font aussi. C'est pas le cas de Green IT Solutions, voilà, qui de ce qu'on en sait, est à TSFR. Et en plus, en parlant de collab, alors elles sont pas présentes là, mais nous, c'est vraiment quelque chose qu'on a aussi. On estime que c'est la force, en tout cas le force du groupe, et donc on travaille aussi avec pas mal de SN en parallèle sur justement des collabs pour pouvoir influer sur la partie Green IT au sein de la France. Trop bien. Pourquoi Green Nerds alors du coup? Alors on l'a compris. Donc mais si t'as compris. mais pourquoi Nerds du coup? Pourquoi Nerds? Parce que Geek c'était déjà pris. Ok. Green Geek. Puis en plus, à posturer, je trouve que Green Nerds sonne mieux. Oui, Voilà. c'est vrai que ça sonne mieux. Ça sonne mieux, on est d'accord. J'ai compris le jeu de mots. Et donc, j'y ai pas pensé, tu vois, je le ressortirai celui-là. Et ceci étant, parce que justement, on voulait marquer l'ADN de on est avant tout des informaticiens. On est avant tout des gens qui aimons ça, qui aimons la techno, qui aimons les évolutions, qui sommes passionnés par notre métier. Et du coup, associer ça, pour nous, ça semble naturel d'associer les deux, et de nom nous semble naturel. Et c'est tellement naturel que tu vois, aujourd'hui, on a créé 2 offres, une qui porte le nom Green, une qui porte le nom Nerd, et ça s'est fait naturellement. Enfin voilà, tout ça découle finalement assez bien. Et comment tu fais justement connaître cette offre? Tu nous as expliqué que en plus vous étiez les seuls à faire ça. Comment tu trouves toi aujourd'hui des clients? Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent se poser la question aussi de les ESN, elles travaillent souvent quand même avec des grosses boîtes. Ouais. Alors peut-être que Et en réseau. c'est faux, mais comment dire, comment tu fais pour être visible auprès de cette cible là? Alors c'est en effet un marché qui est hyper concurrentiel, surtout sur l'offre Nerds, où en fait on va être en concurrence avec énormément d'entreprises, énormément de SN sur le marché. Donc une partie qui sont là, j'imagine. Ouais, tout à fait. Et en plus, du coup, quand tu vas vouloir adresser des prospects, c'est des prospects qui sont déjà assaillis par d'autres prospections par ailleurs. Et donc, il faut savoir se démarquer. Nous, on a l'avantage justement d'avoir ce côté vecteur environnemental qui est vraiment différenciant. Comment on adresse? On essaie d'adresser par quelque chose qui fonctionne le mieux, qui est la partie réseau. Donc de pouvoir entrer en réseau avec les différents décideurs. Et puis après, les méthodes classiques de mailing, notamment de communication sur LinkedIn et ce genre de choses. Le mailing, c'est pas écologique? Non, j'arrête. C'est pour après ça, pardon. Mais c'est une vraie question en fait. Est-ce que tu fais de la com écologique? Alors nous, on a travaillé ensemble, avec la Quincaillerie justement sur un site ultra éco-conçu, avec une charte, une DA qui fait aussi partie de l'éco-conception digitale, soit dit en passant, mais avec des aplats noirs uniquement sur le web et des aplats blancs en print. Enfin, cette réflexion-là, est-ce que toute ta démarche, elle suit justement cet ADN très orienté écologique? Ouais, forcément. Forcément, parce qu'en plus, on en est convaincu. Donc, et comme tu dis, c'est dans l'ADN. C'est-à-dire qu'on réfléchit même pas à faire green, c'est qu'on réfléchit pas autrement en fait. Et donc, le mailing, c'est un sujet. Donc, on fait pas du mailing de masse, par exemple. C'est-à-dire qu'on va vraiment essayer de cibler les personnes dont on a identifié qu'elles pourraient avoir un besoin. Donc, sachez que si vous recevez un mail de nous, c'est qu'on a identifié que vous avez un besoin potentiel. On fait pas du mailing de masse, on n'a pas ce traitement-là. Et puis après, c'est toujours pareil. C'est-à-dire que tu peux avoir
ce qu'il faut regarder, c'est l'utilité et l'usage. C'est-à-dire que si tu peux avoir un site qui est éco-conçu, qui est super fiable, mais si personne ne va dessus, finalement, en fait, il pollue pour rien. Tu vois, versus quelque chose qui a un usage qui est peut-être un peu moins green, mais qui va du coup avoir quelque chose en tout cas une démarche vertueuse. Et donc c'est aussi ça qu'il faut mettre en balance. C'est globalement encore une fois, l'idée globale, c'est de ne pas gaspiller et donc de faire les choses proprement par rapport à en tout cas ce que nous on a comme ADN. Est-ce que c'est pas un frein, le fait de communiquer? Alors nous on est convaincus que ça n'est pas un frein, mais pour les personnes qui nous regardent de l'autre côté, communiquer de manière responsable, en respectant cet ADN écologique, c'est pas un frein au business? Alors ça peut l'être. Typiquement, si tu veux un exemple concret, quand tu fais des mails, tu peux les envoyer au format texte, qui est plus écologique. Mais si tu communiques avec un format texte, tu accroches beaucoup moins l'œil de la personne qui va te lire, et donc c'est plus compliqué. Et donc c'est une question qu'on s'est posée. On a finalement décidé de ne pas le faire au format texte, encore une fois, par rapport à ce que je t'ai dit, c'est-à-dire se dire en fait, il vaut mieux envoyer un mail qui n'est pas au format texte et qui accrochera, et qui aura derrière du coup une répercussion, parce que nous on va aller à l'extérieur en termes de cible. Exactement, plutôt que d'en envoyer 100 au format texte, mais qui en fait n'auront aucune incidence derrière et du coup vont polluer juste pour polluer, quoi. Et est-ce que aujourd'hui le côté green justement c'est un facteur de choix dans les entreprises que tu démarches? Est-ce qu'on te choisit parce que tu es green ou qu'on te choisit juste parce que tu es un bon nerd? Ou peut-être un peu des deux? Alors sur la partie green, oui, très clairement. C'est-à-dire que quand oui, on vient nous démarcher sur l'offre green, sur la partie ESN, alors sur la partie nerds ESN, c'est un différenciant. On sera toujours choisi dans un premier temps par rapport aux besoins de l'entreprise qui a un besoin techno. C'est-à-dire que si globalement, si on n'a pas des bons ops, ou si on n'a pas des bons devs, ou si on n'a pas des bons chefs de projet, globalement, on ne fera pas grand-chose. Donc c'est d'abord cette partie-là qui fait qu'on est choisi. Par contre, c'est un vrai différenciant, et il y a de plus en plus de personnes qui sont sensibles à cette partie-là, et quelque part, ils ont la même chose ils ont plus pour le même prix. C'est-à-dire que nous, ce qu'on leur dit, c'est que vous avez un chef de projet qui va vous faire typiquement, comme on disait tout à l'heure, les KPI environnementaux. Vous ne le payez pas en plus. C'est une information que vous aurez en plus. Donc c'est une plus-value que vous allez avoir pour le même prix qu'un chef de projet chez une des entreprises présentes ici. Voilà. Donc c'est plutôt bien accueilli, cette partie-là. Et globalement, on a un accueil qui est favorable. Les gens, en tout cas, apprécient l'esprit de l'entreprise, notre démarche, et donc nous reçoivent de façon plutôt bienveillante. Et est-ce que tu penses qu'il faille faire... alors, les mentalités évoluent, les entreprises commencent à prendre conscience des enjeux environnementaux, sociétaux, etc. Mais est-ce que tu penses qu'il ne faudrait pas aller peut-être un peu plus loin en faisant par exemple du lobbying, en imposant des choses? C'est quoi ton point de vue un peu là-dessus? C'est que dans le monde idéal, je préférais qu'on aille vers une transition écologique choisie plutôt que contrainte. Même face à l'urgence qui se présente? C'est l'idéal. Ouais. Tu me demandes mon idéal, je te donne mon idéal. Okay. Après, face à l'urgence, parfois, en effet, il faut des contraintes. Et malheureusement, on a sur la partie lobbying parfois des gens qui font du lobbying inverse. Donc, il y a besoin de lobbying aussi environnemental. Tu vois, on parlait de l'empreinte environnementale du numérique. Aujourd'hui, il y a eu un grand lobbying des cloud providers pour que au niveau de l'Union européenne ils ne leur imposent pas de délivrer justement leur impact réel, etc. Par exemple dans le domaine automobile tout est normé, etc. Alors que dans le domaine du numérique j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de normes. Alors peut-être qu'il y en a, mais... Alors il y en a, ça commence à arriver, notamment sur cette partie-là environnementale. Mais en effet, il y a des lobbying qui sont forts, d'entreprises qui sont extrêmement puissantes, avec des enjeux d'État. Donc c'est compliqué de lutter. Voilà, il y a pas mal de monde. Des entreprises pour la plupart pas européennes en plus. Voilà, mais qui sont quand même très écoutées à Bruxelles. Mais ceci étant, il y a quand même des gens comme nous, comme le collectif Green IT FR, qui est mené par Frédéric Bordage, qui lutte justement et qui fait du lobbying sur cette partie-là en expliquant les enjeux. Et donc oui, c'est important de le faire. Et après, des contraintes,
il y en a qui commencent à se mettre en place. Tu vois, typiquement, les entreprises maintenant doivent faire un bilan qui est. Ça dépend de la taille de l'entreprise. Hein. Oui, ça dépend de la taille de l'entreprise, mais ça commence à se faire. C'est chouette, je trouve. Ouais, tout à fait. Ça participe à une bonne démarche. Après, il faut que ça se généralise, etc. Il y a au niveau, ça a été mis en place au niveau des collectivités territoriales. Elles ont l'obligation de mettre en place justement une politique de numérique responsable. Donc là pour 2025, mais parce que c'est plus simple d'imposer au public que d'imposer au privé. Donc il y a des choses qui commencent à se faire, ça va pas assez vite, clairement, par rapport à l'urgence qui est celle qu'on a par rapport au défi qui est le nôtre. Mais en tout cas, voilà, on peut pas dire que rien n'avance. Tu connais le principe de l'émission, on finit par les questions... Culotté. Il a ça, j'ai bossé. Si tu peux m'en mettre que des comme ça. On va essayer. Les questions culottées, bon, je t'explique pour les personnes qui nous regardent de l'autre côté de l'écran et qui regardent pour la première fois le talk show. C'est des questions un peu, qui viennent un peu te challenger. Et la première, ce serait de parler un peu d'IA, parce que tout le monde en parle. Peut-être à tort ou à travers, où il y a même plein de gens qui en parlent et qui ne savent même pas de quoi il s'agit. On parle de Green IT, on parle d'IA, il n'y a pas un problème dans la phrase, hein. Si, aujourd'hui l'IA s'est lancée. Nous, ce qu'on regrette sur la partie IA, c'est que ça s'est lancé sans prendre en compte justement cet impacteur. C'est-à-dire qu'il y a quasiment aucune étude qui indique l'impact environnemental de l'IA aujourd'hui. Comme tu le dis, c'est quelque chose qui se développe énormément. Alors nous aussi au quotidien, on voit l'intérêt de cette partie-là et on comprend en plus le côté très futuriste et donc très vendeur en fait de l'IA qui attire énormément. Ceci étant, oui, ça a un vrai impact et encore une fois, on rejoint la même chose, c'est-à-dire que c'est qu'est-ce que tu vas faire de ton IA et est-ce qu'elle a une vraie utilité. Voilà, c'est sur cette partie-là qu'il faudra être vigilant. Il y a deux enjeux. Il y a le côté stocker la donnée de manière sécurisée, soit dit en passant. Et il y a la puissance de calcul. Il y a deux enjeux liés à l'IA qu'on oublie. Il y a le training et ensuite il y a... Oui. Par rapport à ces trois enjeux... Tu parlais des gens qui parlaient de l'IA sans savoir ce que c'était. On peut pas la refaire cette et du coup est-ce que tu penses que l'IA demain pourra quand même être parce qu'on pourra plus et de toute façon l'IA ça date il y a plusieurs même pendant la guerre on commençait déjà, on parle plutôt de machine learning soit dit en passant, depuis la guerre on commence à réfléchir à cette notion là, elle n'était pas dans les faits et encore moins dans notre quotidien. Est-ce que tu penses que demain conjuguer Green IT et IA c'est un truc qui sera quand même possible au fond malgré aujourd'hui cette disparité? Oui, après il faut avoir les échelles, c'est toujours pareil. Mais en effet, ça pose des questions, comme tu disais, sur notamment l'utilisation de la ressource eau. Parce que faire travailler un des serveurs, ça veut dire aussi les refroidir. Et aujourd'hui, on les refroidit notamment avec des cycles d'eau. Et donc, globalement, le Green IT, ça revient à ça. On a des ressources, on a des limites planétaires, on a des ressources qui sont utilisables. Qu'est-ce qu'on choisit collectivement d'en faire ? Est-ce qu'on veut en faire un chat GPT pour pouvoir discuter avec lui à 23h de choses totalement futiles, ou est-ce qu'on veut utiliser cette puissance de calcul pour justement résoudre potentiellement des problématiques mathématiques, des problématiques qui ont un vrai usage et un vrai intérêt. Donc tu vois, on est toujours sur l'usage. Je pense moi que de toute façon tu ne pourras pas aller contre l'IA, c'est-à-dire que là, la machine est lancée et il y a une telle appétence sur le sujet que dire d'un coup d'un seul, on n'en fait rien. Mais il y a plein de questions qui vont se poser autour de l'IA. Tu vois, on n'a pas parlé là, mais toutes les questions d'éthique qui ont déjà commencé à se poser par rapport à ça. Les questions d'apprentissage aussi de l'IA pour pas qu'elle s'auto-alimente sont de vraies questions. Et la question du Green IT va forcément être un enjeu. J'ai une deuxième question culottée. On a beaucoup parlé d'IA. Auparavant, on parlait beaucoup de décentralisation avec notamment la crypto-monnaie. Ouais. Est-ce que encore ce concept-là de crypto, de décentralisation et de blockchain, plus macro cette fois-ci, c'est pas aussi anti-Green IT? Alors, la crypto, pour le coup, c'est beaucoup de ressources utilisées pour aujourd'hui, en tout cas. Encore plus que l'IA, ça je sais pas. Pas grand-chose. Ouais. Okay. Ouais, pour pas grand-chose finalement. Et en plus, le problème de la crypto, c'est que tu dois utiliser de plus en plus de ressources pour de moins en moins de minage, comme on l'appelle. Donc oui, je suis plus circonspect sur la partie crypto. Surtout que globalement aujourd'hui ça sert essentiellement à faire de la spéculation, ça n'a pas d'autres intérêts, en tout cas
pas dans notre usage quotidien dans la vie de tous les jours. Donc ça, je pense qu'en effet, on pourrait potentiellement s'en passer. Voilà, c'est mon avis perso. Hein. Et est-ce que le Green IT va sauver le monde face à l'urgence climatique, ou est-ce qu'il faudrait qu'on se concentre peut-être sur d'autres choses du style l'alimentation, les transports J'ai un peu spoilé la question de tout à l'heure, mais est-ce qu'on sauvera le monde ? Oui, mais pas tout seul. C'est-à-dire que c'est vraiment là pour le coup un effort collectif qui doit être fait et une réflexion globale. Et là encore, je parlais tout à l'heure de l'utilisation des ressources. En fait, aujourd'hui, la partie numérique, son impact environnemental est supérieur à l'aérien, par exemple. On parle beaucoup de l'aérien, faire attention à ne pas prendre l'avion. C'est un gros sujet. À moins prendre l'avion, etc. Voilà, le numérique aujourd'hui, tu vois, il n'y a personne qui se pose la question de dire tiens, est-ce que vraiment je dois acheter le dernier iPhone ou est-ce que je regarde Netflix, etc. Mais ceci étant, par rapport à l'agriculture, par rapport au transport, le numérique ne passe pas grand-chose aujourd'hui. Donc si tu fais juste le numérique et que tu ne résous pas les problèmes côté agriculture, les problèmes côté transport, habitation, etc., tu ne vas pas résoudre grand-chose d'un point de vue environnemental. Ceci étant, encore une fois, c'est toute une question, parce que la partie environnementale, alors c'est pareil, on parle énormément de CO2, mais ce n'est pas les principaux impacts. Il y a notamment toute la question autour des ressources minières. C'est-à-dire que demain, s'il nous reste un peu de cobalt, un peu de nickel, etc., est-ce qu'on préfère faire un nouvel ordinateur ou est-ce qu'on préfère faire des appareils de radiologie, de chimiothérapie, etc. Voilà, c'est vraiment... Sachant qu'on est encore une fois, on est dans une ressource limitée, la planète, elle n'a pas des ressources infinies. C'est qu'est-ce qu'on fait de ces ressources collectivement et comment est-ce qu'on décide de les utiliser. C'est chouette. On passe à la conclue. Allez, tu connais le principe aussi, Raphaël, mais juste une dernière question. Green Nerds, dans 15 ans, c'est quoi son impact sur le monde ? Oh, sur le monde, carrément. Bah attends, c'est bien, je te remercie. Déjà, qu'on ait réussi à, tu parlais de marché de niche tout à l'heure, à dépasser ce plafond-là. En fait, moi, quand j'ai créé Green Nerds, c'est ce que je dis à mes salariés, mon plus grand espoir, c'est qu'un jour, notre différenciation soit plus différenciant. Et que globalement... c'est ça la vision un peu de... Ouais, c'est-à-dire c'est-à-dire qu'à un moment donné, en fait, chacun intègre dans sa vision de faire le digital, le numérique, cette partie justement environnementale et de le faire différemment. Et puis après, d'un point de vue entreprise, j'espère qu'on arrivera à continuer à progresser, à grossir. Ça se passe très bien pour l'instant, on espère le faire. C'est potentiellement aussi se diversifier au niveau de notre implémentation dans le territoire, que ce soit à la France, à l'étranger, parce que c'est pareil, à l'étranger, il y a encore plein de choses à faire. C'est chouette. Merci encore, Raphaël, d'avoir accepté notre invitation. Et si vous êtes passionné de comment rendre son business plus durable, plus vert, le verdir, il y a un salon dans lequel la Quincaillerie est partenaire, s'appelle My Green Bees. C'est en octobre 2024 prochain, le 4 ou le 6 octobre 2024 prochain, à la Cité d'Échange. Et la Quincaillerie est partenaire. Donc c'est une thématique qui nous parle particulièrement. Merci d'avoir pu en faire profiter tout le monde de l'autre côté de l'écran. Merci à vous. Allez, à bientôt. Merci, Raph.